Nous sommes live, bienvenue à toutes et bienvenue à tous, à tous les nouveaux arrivants ou les habitués, vous êtes bien sur la chaîne Twitch de QI Basket, bien évidemment, on continue nos previews des NBA Playoffs. Salut Kawelito qui est là dans le chat encore une fois, très heureux de te retrouver ici, parmi nous, surtout après la victoire des Wolves. Hier, je sais que tu as dû célébrer ça. On se retrouve du coup bien évidemment comme ces derniers jours pour personne n'est en voiture aujourd'hui. Non, personne n'est en voiture, on s'est tous bien installés, ils ont tous des micros incroyables aujourd'hui. On va revenir, il y aura peut-être un petit détail technique qu'on vous demandera juste après cette introduction. Je reviens pour dire que les previews, on les continue, bien évidemment. Il y a 2 matchs en prime time européen ce soir. Il s'agit de Heat versus Hawks et de Celtics versus Nets, bien évidemment. Donc 2 grosses potentielles affiches, 2 grosses potentielles séries. Des arrivées récentes en plus dans le QI basket game, j'ai envie de dire. Avec en premier lieu notre fan du hit qui est appelé ailleurs et qui nous quittera peut-être en cours de live puisqu'il est avec le Miami Heat FR. Ils font un live juste après ce live-là à 16h, 16h30 il me semble, Quentin, c'est ça ? C'est ça, à 16h. À 16h, donc vous pourrez aller, pour ceux qui voudraient encore plus d'infos sur le hit, switcher sur leur live. Ensuite, si on finit dans ces eaux-là, même si j'espère finir peut-être un peu plus tôt, on ira bien sûr raider la chaîne Twitch du Miami Heat France, bien évidemment. On vous invite à aller les suivre sur Twitch pour ne pas manquer ça. Quentin, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Quentin, tu es notre statisticien en chef. Pour ceux qui ne sauraient pas et qui auraient vu les 5 live qu'on faisait, le second 5 live qu'on a fait en tout cas sur le 5 défensif, c'est grâce à Quentin qu'on a pu réussir à faire toutes les statistiques autour de vos propositions de 5. C'est lui qui a assuré, c'est lui qui était dans l'arrière-boutique, qui a fait tous les Excel, etc. pour qu'on ait toutes les statistiques et qui a complètement step up notre game. Donc merci à lui, n'hésitez pas à le remercier dans le chat. Quentin, du coup, supporter du Miami Heat, comment tu sens globalement cette série, sans forcément rentrer dans les détails, on va y venir, mais pour toi, comment tu te sens par rapport à ces Hawks-là, par rapport à cette série, en tant que favori, du coup? Moi, ça va. Alors, je sais pas quel aurait été le meilleur match-up entre les Cavs et les Hawks après le play-in, mais quand t'es premier de conférence, tu te dois d'être confiant sur la série du premier tour. Avec nous, un autre supporter, cette fois des Hawks, c'est François. Comment vas-tu, François ? Moi ça va très très bien, très content d'être là pour inaugurer le concept du live basket ASMR. Mais ouais, très, très content de pouvoir être ici avec vous. C'est vrai, il fallait le faire, il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on le tente. On est des innovateurs ici. Chez QI Basket, on tente des choses, quitte à aller un peu en dehors des sentiers battus. François, vis-à-vis des Hawks, donc dans une position certainement plus d'outsider, bien évidemment. Comment tu ressens cette série ? On se disait en off que t'aimerais et tu verrais bien quand même ces Hawks en prendre quelques-uns chez le Heat. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit, on est en position d'outsider, mais c'est aussi une position qu'on aime bien en playoff, parce que le dernier run s'est fait, on a gagné une série où on était outsider et une autre où on était non respecté. Mais ça va être très dur et il va falloir prier le dieu chauve. Je pense que j'ai du mal comme ça d'office à dire qu'on va se faire sweep, mais on est clairement pas favori, quoi. Effectivement, tu fais bien de le rappeler avec l'année passée. Moi, j'ai beaucoup aimé les moments Hawks basketball de playoff, notamment Trae Young et l'inimitié qu'il arrive à instaurer dans toutes les villes où il passe. J'adore vraiment ce storyline, ce narratif-là. Donc, pourquoi pas ? Et je comprends aussi les raisons d'espérer de la part des Hawks qui se sont beaucoup vus avoir du succès dans ce rôle d'outsider. On n'a pas encore la preview écrite sur QI Basket.
Basket, elle devrait, j'espère, arriver incessamment sous peu, mais on va quand même essayer de parler de certains points clés de la série qui nous semblent intéressantes. Et peut-être en premier lieu, une des choses qui saute aux yeux, c'est certainement un des trucs dont on entend parler le plus pour cette série, et tu me le pointais en off en premier lieu, François, ça va être la défense des Hawks. Globalement, les Hawks sont pas forcément reconnus pour avoir une défense extraordinaire. Il y avait cette amélioration la saison passée qui a fait que du coup l'équipe a vraiment beaucoup mieux performé. Cette saison, ça a été plus qu'irrégulier. Tu me corrigeras si je me trompe. Et en plus, on tombe face à un Heat, tu me disais, qui est peut-être le pire match-up. Est-ce que tu peux un petit peu explorer cette idée, nous expliciter en quoi déjà la défense des Hawks est potentiellement friable et encore plus face à ce Heat? La défense des Hawks, tu l'as très bien dit, la saison dernière marchait bien et cette saison marche beaucoup moins bien. Je pense que derrière ça, il y a toute une philosophie de coaching et vis-à-vis des choix de Macmillan qui ont changé en fait entre ces deux saisons. La saison dernière, on avait tendance à faire une défense qui marchait comme le Jazz quand la défense du Jazz marchait bien. Et en fait, à beaucoup contester les tirs extérieurs, à accepter les drives et à les diriger vers un Capella qui était là en second rideau et qui faisait très très bien son taf, 2,2 comptes par match. Là, cette saison, pour de multiples raisons, le fait que nos joueurs étaient peut-être un petit peu plus, un petit peu plus flemmards sur le secteur extérieur, le fait aussi qu'il y a une période de Covid très forte à Atlanta en décembre où McMillan a dû changer ses approches pour jouer avec des joueurs moins bons. Ça fait qu'on a eu tendance à beaucoup plus jouer en aide et du coup justement au lieu de ne pas de ne pas concéder beaucoup de tirs à 3 points, là justement c'est la foire. Il y a des joueurs extérieurs qui viennent en aide, qui découvrent leur shooter. Tu as beaucoup d'opportunités côté faible à 3 points pour les équipes adverses. Et il y a aussi quelque chose, c'est que purement vis-à-vis du 8, c'est une très très mauvaise match-up parce que c'est une excellente équipe à 3 points avec Spoelstra à sa tête. Et Spoelstra à sa tête, ça veut dire que potentiellement, tu as Duncan Robinson, les 3 des 5 premières possessions, c'est lui qui va se démarquer. Et vu que on a Werther et Bogey qui vont être normalement sur les shooters adverses, tous les Max Truss, tous les Duncan Robinson, même du Tyler Hero, c'est deux joueurs qui vont être corrects en chaser, mais qui vont avoir tendance aussi à avoir des sautes de concentration. Et si tu as une saute de concentration contre l'équipe du 8 avec les shooters qu'ils ont, en fait, c'est un 3 points qui va être grand ouvert pour un simple décalage, une simple course en curl. Ça risque d'être un enfer. Et ça va notamment dépendre du coup de l'approche que va avoir Macmillan, s'il réussit à un petit peu step up son niveau pour la saison prochaine, pour les playoffs comme la saison dernière et aussi de la concentration et du niveau d'investissement de la part de nos défenseurs extérieurs. C'est vrai que c'est intéressant cette Miami Offense parce que ça tourne beaucoup autour des capacités de playmaking d'un Jimmy Butler ou d'un Bam Adebayo aussi, avec beaucoup de jeux off-ball, des écrans à l'opposé, etc. Et c'est potentiellement des choses qui sont plus difficilement défendables que juste de l'ISO ou quelque chose sur le point of attack qui serait un peu plus statique. Là, il y a beaucoup de choses à gérer potentiellement. Néanmoins, tu me disais, et on va repasser sur l'écran, même si je voulais vous afficher cette illustration, encore une fois, incroyable, signée Erwan. On le shout-out à toutes les émissions parce que elle est magnifique. Le template de ces previews, on l'adore, donc on l'affiche. Je vais repasser sur notre autre écran pour te donner la parole à toi, Quentin. Vis-à-vis de ce hit, tu me disais malgré tout qu'au niveau offense, il y avait un petit peu d'irrégularité, que parfois sur le tir extérieur ça dépendait potentiellement beaucoup du tir extérieur et que en fin de match notamment ça pouvait poser problème du côté du hit. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que par rapport à cette offense du hit, qu'est-ce que tu crains et qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour que ça puisse se maintenir et tranquillement s'installer et faire craindre les Hawks en permanence? En fait, le problème de l'attaque du 8, notamment sur demi-terrain, c'est d'avoir 3 joueurs qui ne sont pas défendus comme des shooters. On parle de spacing, on a potentiellement donc Tucker, Strus qui est passé dans le 5 de départ et Kyle Lowry qui sont des shooters, mais seulement 2 d'entre eux sont défendus comme tels et du coup, ça bouche un peu les espaces pour aller jouer à l'intérieur et donc pour Butler et Adebayo.
Tucker, on l'a bien vu, alors, même si, pendant un temps il a été à 47 ou 48 à 3 points, ça fait quelques semaines qu'il rentre plus rien et de toute manière, les défenses l'ont jamais défendu à 3 points, ils l'ont toujours laissé tirer et ils préfèrent se laisser battre par un Tucker à 3 points qui va en prendre, 3 par match plutôt qu'un Butler ou un Adebayo à l'intérieur et du coup, ça fait que ça bouge quand même pas mal, cette raquette et du coup, vu que Tucker n'arrive plus à punir, c'est vrai que ça baisse un petit peu le comment dire? L'efficacité du hit. Alors après, heureusement, il joue pas que là-dessus, hein, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de mouvements, off-ball, des écrans qui sont posés pour libérer tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même ce petit truc qu'on voit depuis le début de saison. Heureusement, Spoelstra a corrigé un peu ça. Sur les derniers matchs, il a fait beaucoup jouer Jimmy Butler en 4, ce qui a permis en fait, de libérer totalement, le comment dire? La raquette, puisqu'il y a plus que Butler et Adebayo et qui sont, beaucoup plus en fait, avec des shooters, avec Strus, avec, Herro, avec, en fait, j'avais comparé leur temps de jeu, enfin le temps de jeu de Jimmy Butler avec, les shooters avec, Robinson, Strus, Herro, Lowry et en fait tout a augmenté. Ils jouent quasiment plus qu'avec des shooters. Donc, ça va permettre de potentiellement pouvoir le libérer et du coup libérer l'attaque sur demi-terrain, sur une bonne partie du match. Si D-Rob remet dedans, ça va leur ouvrir la raquette, nous dit Brat. 21-42, bienvenue à toi, première fois dans le chat, mais bienvenue. N'hésite pas encore à partager d'autres messages qu'on fera remonter. Néanmoins, il y a un truc, ça m'offre une transition avec cette potentialité de Butler en 4. Est-ce que une des faiblesses du hit, ça peut pas être le rebond? Alors on sait que Clint Capella va manquer la série du côté des Hawks. Malgré tout, tu me disais François qu'il y avait du monde chez ces Hawks-là pour remplacer son apport au rebond. Alors que ce soit John Collins qui est peut-être un rebondeur sous-estimé depuis que le Suisse est arrivé chez ces Faucons. Et puis, tu me parlais également d'Onyeka Okongwu. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que ça peut être une vraie force de ces Hawks-là, le rebond, face à un hit dont ça peut être la faiblesse, une des faiblesses? Bah, déjà, dans un premier temps, je vais dire qu'Okongwu, c'est le joueur que je vais le plus regarder de la série parce que pour moi, il va être déterminant en l'absence de Capella. Et c'est vrai que quand tu imagines qu'il y a une équipe qui n'a plus Capella, tu te dis, bah, ça va être cool pour les rebonds. Le problème, c'est que, en parlant purement des Hawks, là, ces derniers matchs, il y avait réellement que Capella et Okongwu qui faisaient les efforts au rebond parce qu'en fait, à côté, le poste 4, c'était un Danilo Gallinari que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas un grand rebondeur. Et après, on tombait directement sur des postes 3 qui, même s'ils mettent de l'envie, à la limite, on peut aussi dire que Delon Wright met aussi beaucoup d'intensité des deux côtés du terrain au rebond, qui est intéressant. Mais en fait, à part nos deux pivots, qui sont un très bon rebondeur et un rebondeur respectable, il n'y avait personne qui faisait les efforts. Le fait que là, il y a John Collins qui revient dès ce soir ou potentiellement dans les matchs à suivre, ça fait qu'en fait, on va avoir deux menaces face à une équipe qui va nécessairement avoir qu'un seul rebondeur principal, ce qui va être nécessairement mieux. Et même si on n'a plus Capella pour peut-être toute la série, ou au moins les 4 premiers matchs, on va dire, il y a quand même du monde derrière. Il y a quand même Okongwu qui, sans être un rebondeur fabuleux, met beaucoup de hustle et d'intensité. Il prend aussi beaucoup de rebonds pour sa taille, des rebonds offensifs. Et face à une équipe du 8 qui va bien défendre, ses secondes chances pourraient être réellement déterminantes si on veut en fait remporter des matchs. Quentin, on en parlait un petit peu, la faiblesse au rebond du 8, alors qui est potentiellement déjà inscrite dans les rotations de Spo avec peut-être un manque de taille globale. C'est vrai que ça joue même avec PJ Tucker en 4, c'est quand même assez petit. Tu me parlais de la solution de Jimmy Butler. Il y a un autre problème potentiellement qui donne cette faiblesse-là au rebond pour le hit, c'est la défense en switch. Tu m'en parlais un petit peu, est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Ouais, le hit défend donc beaucoup en switch, hein, c'est peut-être, alors, malheureusement on n'a pas accès à ce genre de stats, mais c'est, probablement l'équipe qui switch le plus ou du moins elle doit être dans le top 5 et du coup, tu te retrouves très souvent avec du Adebayo, qui défend le périmètre extérieur. Bam Adebayo, c'est ton meilleur rebondeur, donc forcément ça gêne un peu et vu que tout le reste est un peu petit, en fait, il suffit qu'il y ait un grand
un grand qui sache un minimum prendre des rebonds, Clint Capella, Onyeka Okongwu, ils peuvent se faire plaisir là-dessus. Alors, les Hawks sont, je regardais dans le pourcentage de rebonds offensifs, ils sont dans la moyenne de la ligue. Et le Heat, pour le pourcentage de rebonds offensifs adverses, ils sont très bons. Mais en fait, on l'a vu, dès qu'il y a un ou deux bons rebondeurs ou une équipe qui joue pas mal le rebond offensif, tout de suite, ça laisse beaucoup plus de secondes chances aux adversaires. Parce que c'est le système qui veut ça finalement. C'est pas tellement, c'est pas tellement une faiblesse en soi de l'effectif, mais vraiment du système. Alors après, du coup, le rebond pour moi, ça reste quand même un truc collectif. Et donc, si tu box out correctement, tu devrais pas trop en laisser. Après, il y a tout ce qui est rebond long sur des tirs extérieurs et tout ça, qui sont différents. Mais si tu box out bien, peu importe que tu fasses 1m98 ou 2m10, l'équipe prendra le rebond. Ça va être en tout cas quelque chose d'intéressant à regarder de manière un petit peu plus précise, alors que Kawinoto nous dit 78% de defensive rebound, 8ème de la ligue pour le Heat. Merci de la précision, Kawelito. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant de voir, parce que ça peut quand même être quelque chose d'important, notamment pour les Hawks. Tu nous en parlais, François, dont tu avais peur, notamment par rapport au supporting cast derrière Trae Young. C'est vrai qu'il y a cette image quand même chez les Hawks de c'est une équipe complètement héliocentrée et portée par Trae Young. Si le reste ne suit pas, il peut se retrouver très vite isolé. D'autant plus que le Miami Heat, c'est une équipe défensive très sérieuse, avec énormément de personnel, et qui va pouvoir poser énormément de problèmes à l'ensemble de cette équipe d'Atlanta. Comment tu vois un petit peu ce supporting cast évoluer? Et peut-être, tu me parlais également aussi de ce qui serait déterminant, ce sera peut-être la capacité de McMillan à s'ajuster. Et jusqu'à là, tu me parlais d'ATO tactique et un petit peu catastrophique en saison régulière. Est-ce que c'est une vraie crainte? Comment ça va être en termes de limitation et du supporting cast et du coaching staff chez ces Hawks-là, avec un Trae Young qui est peut-être un peu seul? Déjà, c'est sympa de rentrer dans une série contre le premier de ta conférence en disant que tu as le meilleur joueur de la série. Parce que je pense que Attention, fondamentalement, attention, ça, il y a des fans Non, du c'est Heat. vrai. oui, Non, alors c'est les c'est vrai, fans du Heat hein, peuvent se mettre un foulard sur les yeux et dire que non, mais je suis désolé, Trae Young, il arrive demain. La star de la série, c'est sûrement le collectif du Heat, mais derrière, c'est Trae Young. Mais oui, je suis du d'accord. coup, Trae Young, il y a ce côté où euh, il peut prendre n'importe quel match et te le faire gagner. Le problème, c'est que des miracles, ça peut arriver une ou deux fois par série, ça va pas nécessairement te permettre de la gagner. Ouais. Enfin, on peut pas que se baser sur lui, et il va falloir que sur Portinkas, du coup, l'épaule convenablement. Et la saison dernière, c'était très très bien passé parce que justement, tu avais un Bogdan Bogdanovic qui tournait à 48% à 3 points sur les deux derniers, sur le dernier mois et demi, je crois, de la régulière, qui faisait absolument n'importe quoi et ça rentrait. Tous ces tirs, il était complètement feu. Tu avais un Gallinari qui, en étant inconstant, faisait les bons matchs. On a même vu le Game 7 de Kevin Huerter. En fait, tout ça, et même les 10 points au début de quatrième quart-temps, alors on pensait qu'on avait déjà perdu contre Philly, de la part de Lou Will. En fait, il y a ce côté où Trae Young, c'est vraiment le soleil, mais à côté, tu as les planètes qui gravitent autour, qui doivent aussi chacun à leur tour faire le taf. Et il y a ce côté réussite où la saison dernière, c'était quand il fallait qu'elles se sont réveillées. Là, actuellement, les dynamiques récentes sont plutôt positives dans le sens où Bogdanovic euh, met ses tirs, dans le sens où Kevin Huerter commence un petit peu à se remettre à défendre plus convenablement. On voit aussi DeAndre Hunter qui, même s'il a une régression au niveau de la création, qui n'arrive plus nécessairement à poser ses dribbles, alors que c'est un super finisseur d'action, commence justement un peu à reprendre en confiance. Il y a pas mal de signaux qui poussent dans le bon sens. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. Et en fait, la saison dernière, ce qui faisait aussi le lien entre ces individualités correctes qui marchaient, c'était Macmillan. Macmillan qui a fait des bons choix sans être un monstre tactique. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. A fait des bons choix et a réussi à insuffler une espèce d'état d'esprit assez Hawks, assez collective, même quand Triong était là. La balle, elle circulait.
Même quand Trae Young était là, on défendait bien parce qu'en fait, lui, il faisait les efforts et on avait justement des bonnes consignes défensives. Et là, cette saison, on les avait perdus en cours de route. On les voit un petit peu réapparaître, c'est-à-dire la balle ne circule même quand Trae Young est là. C'est plus le soleil, et enfin, c'est plus le mec qui fait absolument tout seul. Et où les mecs n'ont pas envie de faire d'efforts parce qu'ils ont peut-être peur de faire moins bien que leur franchise player. Et Macmillan, bah, j'en attends beaucoup de sa part parce que si on veut faire quelque chose, c'est les joueurs, mais c'est aussi et surtout Macmillan parce qu'il est face à un coach qui connaît très très bien son taf. Et j'avoue que en saison régulière, en fin de saison régulière dernière, on voyait déjà des prémices tactiques intéressants sur des systèmes, sur un Bogdan Bogdanovic qui naviguait entre les écrans pour se démarquer, etc., qu'on ne voit pas cette saison. Et je me dis, c'est jamais trop tard pour se lancer en playoff, mais ça commence déjà à devenir chaud. Du coup, je pense que sur les premières rencontres, je vais surtout regarder à ce qu'essaye de mettre en place euh, Macmillan et pour voir comment est-ce qu'il peut réussir à mettre ses joueurs en confiance et aussi ses systèmes en fin de match. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une tradition cette saison. Les systèmes en fin de match d'Atlanta sont nazes, vraiment nuls. C'est limite des turnovers assurés. Je pense qu'en playoff, ça peut step up. Et enfin, juste si je pouvais revenir sur ce côté un petit peu héliocentrique, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un piège dans lequel le Heat ne va pas devoir tomber. Si Trae Young commence à chauffer, il ne faut pas qu'il se mette à le doubler ou à se dire on va se concentrer sur lui parce que c'est le meilleur moyen pour les Hawks de mettre leurs autres joueurs en confiance, sachant que Trae Young est un très bon joueur quand il est doublé, quand il est double team. Ça fait 2-3 saisons maintenant qu'il est quasiment systématiquement doublé quand il est chaud et il commence à très bien savoir manœuvrer ça. Je pense que c'est une fausse bonne idée de surréagir. Trae Young va mettre ses points, faut l'assumer et va falloir que le Heat, s'ils veulent gagner, hein, moi je veux bien qu'ils le fassent pas, mais qui surtout réussissent à contenir ce collectif d'Atlanta. On parlait beaucoup de ça tout à travers ces previews, que ce soit pour Denver et donc Golden State par rapport à Nikola Jokic, que ce soit à Philadelphie pour Toronto, de potentiellement en fait certains joueurs accepter en fait le fait qu'ils puissent te scorer dessus à outrance tant que tu limites l'entièreté de la team autour. Ça peut être une stratégie qui est extrêmement efficace en réalité, alors qui est moins vendeuse sur le papier parce que c'est vrai qu'on attend la confrontation contre les stars, etc., mais qui collectivement peut vraiment porter ses fruits. Kaolinito nous revenait sur l'aspect Butler versus Trae Young, meilleur joueur de la série, nous disait Butler versus Trae, je prends Jimmy large et je suis fan des Wolves, donc attention quand même, malgré ça Kaolito assume de prendre Butler. C'est, je pense, beaucoup aussi une question de philosophie de Trae Young offensivement bien sûr me semble largement meilleur. Maintenant il y a tout le côté défensif de Trae Young qui pêche un peu. Néanmoins ça me permettait de faire une transition et je vais du coup revenir vers toi François, et excuse-moi Quentin, mais tu pourras me back-up ou non juste derrière. Par rapport à cette opposition, il y a aussi le fait qu'il y a de très bons défenseurs sur le point of attack chez le Heat, à commencer, on venait d'en parler justement, par Jimmy Butler. Est-ce que c'est pas quelque chose, une opposition que tu crains purement individuellement pour Trae Young, et comment tu vois potentiellement, Quentin, le Heat défendre Trae Young? Est-ce que ça va être cette idée de l'isoler? Du coup, je vais te redonner la parole d'abord, Quentin, et on reviendra ensuite sur toi, François. Par rapport à la défense de Trae Young, c'est quoi, à ton avis, la philosophie que va adopter Spoelstra par rapport à ce joueur-là, à ce All-Star? C'est une bonne question parce que c'est jamais un joueur facile à défendre, un joueur qui passe aussi bien, qui comprend aussi bien le jeu, c'est jamais facile à défendre. Et il peut trouver une solution à peu importe le système que tu lui mets. Je me demande s'ils vont pas continuer à switch, tout simplement, quitte à concéder des match-ups négatifs, et après jouer sur les aides et sur... Parce qu'en fait, au-delà d'avoir des plutôt bons défenseurs sur le point of attack, ils ont énormément de bons défenseurs off-ball. Butler est meilleur off-ball que sur la balle. Il y a Caleb Martin qui est très bon sur la balle. Il y a PJ Tucker qui est très bon off-ball. Bam Adebayo est incroyable sur les deux.
Et du coup, tu peux avoir ce cas de, en fait, on va le laisser jouer faire ses gris-gris face à des Robinson, Struss, Hero. Mais en fait, on va venir aider, que ce soit sur des tirs ou après sur les lignes de passe et tout ça. C'est risqué parce que c'est Trae Young et que, enfin, vous l'avez dit, hein. Et du coup, je vois bien ça pour commencer. Après, à voir comment Spo s'adaptera suivant les résultats du match et de sa défense, tout simplement. Ça va être intéressant à suivre. De ton côté, toi, François, en tant que fan des Hawks, est-ce qu'il y a quelque chose que tu craindrais plus vis-à-vis de la défense de Trae Young ou de l'approche du hit philosophiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as repéré chez certains adversaires qui marche plus régulièrement face à ce joueur-là? C'est un peu improvisé hein, comme question, mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant, surtout que le grand public va forcément se focaliser là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François, par rapport à ça? Euh, Alors, déjà, je voulais juste revenir sur le fait que tu opposais Trae Young à Butler. Moi, justement, j'ai pas nécessairement peur d'une match-up individuelle. Parce que on a vu que Trae Young, en playoff, s'il réussit à unlock son playoff mode comme la saison dernière, bah, tu peux lui envoyer du Matisse Thybulle, du Ben Simmons, du Danny Green. Bon, Danny Green, il s'était très clairement fait exposed, mais tu peux envoyer plein de bons joueurs dessus. À partir du moment où il y a un écran, si l'autre il est trop proche de Trae Young, bah, Trae Young, il va lui faire prendre sa faute. Si l'autre, aussi bon qu'il peut-il être, il y a ce côté. Euh, tu mets qui tu veux, mais à partir du moment où on pose un écran, ça va être compliqué, quoi. Et justement, là où je pense que l'élite a quelque chose à jouer, c'est Bam Adebayo. Parce que Bam Adebayo est un des meilleurs, non, pas un des, le meilleur big en défense sur Switch. Voilà, Non, merci de je- le préciser, c'est non mais, et certains. du coup, quand tu vas essayer de poser ton écran pour un petit peu créer ce décalage sur Trae Young, qui lui va pouvoir l'exploiter après, bah en fait, si t'as Bam Adebayo qui défendent pas en drop, mais qui montent dessus, et qu'ils acceptent le switch, bah en fait, t'as pas avancé d'un copec, vraiment. Et bon, après, globalement, je pense que dans une série, euh, va y avoir plusieurs phases en fait. Parce que Trae Young va se prendre un truc dans la face, trouver une parade, et je pense que le hit va réagir derrière, etc. Ça va être un petit peu un jeu du chat et de la souris parce que Spoelstra est plein de ressources et que Trae Young est ultra talentueux et va réussir justement. Je pense qu'il y a pas, c'est pas un joueur où tu dis, bah, en fait, je vais faire un mur dans la peinture, il va pas pouvoir pénétrer, il va se prendre des fautes offensives comme Giannis. C'est un joueur qui va nécessairement pouvoir s'adapter parce que vision de jeu, décision et decision making et en fait scoring à trois niveaux totalement débile. Enfin, vraiment, genre toutes les zones, il les a. Du coup, à partir du moment où tu laisses une opportunité dans la manière dont tu le défends, il va la saisir. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est pas une approche précise, mais c'est un petit peu ce côté où Spoelstra va toujours essayer d'avoir un petit coup d'avance et Trae Young va être sans cesse obligé de s'adapter. Et même si. Et justement, en fait, le fait d'arrêter Trae Young, c'est pas nécessaire pour arrêter les Hawks, quoi. Euh, Ouais. comme j'en ai parlé avant, c'est peut-être ça l'approche là, qui me fait le plus peur. C'est pas que Trae Young soit défendu parfaitement et qui tourne à 15 points 10 passes. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait que lui qui joue en fait. Est-ce que alors ça, c'est peut-être pas l'approche principale du hit, donc j'ai du mal à le voir, mais c'est une question que je pose comme ça qui est assez ouverte et peut-être un petit peu stupide, mais malgré tout, ça me pop-up dans la tête, donc je me pose la question. Est-ce que si jamais Trae Young, et je te rejoins hein, sur l'aspect, étant donné qu'il y a et le scoring à 3 niveaux et le playmaking de façon élite, c'est des joueurs qui sont par essence extrêmement difficiles à contenir parce que qui peuvent s'adapter constamment aux différents systèmes qu'on leur envoie. Je pense que Doncic, de l'autre côté de la conférence, enfin de l'autre côté des États-Unis, dans l'autre conférence, pose les mêmes problèmes en playoff. On le voit à chaque fois s'adapter selon toutes les couvertures défensives qui lui sont envoyées et à chaque fois, même très régulièrement, pour pas dire tout le temps, prendre le dessus. Trae Young, ça a été un petit peu la même chose. L'année précédente, et il y a fort à parier que ça puisse re-être le cas à ce moment-là. Est-ce que le hit a pas aussi vocation à profiter d'une des faiblesses de Trae Young et des Hawks
à savoir la défense en envolant un petit peu le match offensivement, même si c'est pas forcément le style de l'équipe au prime abord, avec des joueurs comme on parlait du tir extérieur de Duncan Robinson qui pourrait faire mal à ces Hawks là, mais avec par exemple Tyler Hero qui fait une excellente saison en 6e homme, et avec tous ces joueurs de banc qui se sont révélés aussi pour le Heat. Est-ce que c'est pas cette profondeur de banc là, et notamment Tyler Hero, etc., qui pourrait dynamiter ces Hawks-là en prenant le parti plus de l'offense? Quentin, est-ce que tu imagines ça possible? Est-ce que tu vois la rotation se fermer un petit peu plus en comparaison de la saison régulière, où avec les blessures, vous avez été obligé mais avec succès, d'impliquer beaucoup d'autres joueurs qu'on n'attendait pas forcément? C'était une des belles surprises du côté du 8 cette saison. Comment est-ce que tu vois toutes ces potentielles questions, Quentin? Mmh, Enfin, en fait, la rotation, elle peut être très resserrée, mais changer au fil de la série. Ouais. Je vois bien, en fait, par exemple, Caleb Martin jouer beaucoup pour défendre sur Trae Young, justement. Il a fait un plutôt bon taf cette saison là-dessus. Gabe Vincent aussi peut défendre sur Trae Young. Il a moins la taille par rapport à Martin, mais c'est le genre de défenseur qui te colle tout le temps et qui est infernal et insupportable. Donc je vois bien ces deux joueurs-là avoir un peu de temps de jeu, peut-être se relayer. Après, c'est sûr on aura du Tyler Hero qui pourra après lui en attaque essayer de le chasser pour du mismatch. C'est un des trucs que je vois. Après, Trae Young va potentiellement être mis sur le moins bon attaquant. Ce qui peut parfois être une mauvaise idée vu comment le Heat joue. À voir s'ils vont être capables après d'aller forcer les switches sur lui, en faisant venir justement l'attaquant qui est défendu par Young. C'est pas trop dans leur style de jeu, mais Butler est capable de beaucoup le faire. Donc à voir. François, par rapport à ça, est-ce que partir sur un match plus offensif, plus d'attaque, ce serait pas faire le jeu des Hawks finalement, qui se retrouveraient sur leur point fort? Est-ce que c'est peut-être une des choses que les Hawks peuvent faire pour imprégner leur identité dans le match et peut-être jouer sur leur force plutôt? Je me dis que fondamentalement, le Heat est une meilleure équipe et que en contrôlant en fait la pace et du coup le rythme de la rencontre, ils vont en fait appuyer sur le fait que c'est la meilleure équipe. Le fait d'augmenter la pace, ça va créer un petit peu de chaos qui, pour moi, va surtout voilà, donner plus de chance à une équipe qui est en retrait vis-à-vis de la série. Et je pense que oui, du coup, ça serait faire le jeu des Hawks de se mettre à réellement augmenter le rythme. Atlanta, de son côté, a, je pense, beaucoup plus de raisons d'essayer de le faire. Pour moi, le hit, c'est vraiment un peu plus de contrôle demi-terrain que de la transition. Enfin, très clairement plus, mais je pense que c'est là où ils vont nous faire très mal. C'est-à-dire que dans ces phases, créer du mouvement dans les phases arrêtées, ça a tendance pour la défense d'Atlanta à faire disjoncter en fait. On a clairement une espèce de disjoncteur de concentration chez nos défenseurs extérieurs. Et je pense que simplement jouer leur jeu va déjà nous poser assez de problèmes comme ça offensivement. Et que le principal défi du 8, ça sera défensivement, en tout cas dans un premier temps. Et oui, Atlanta augmenter la paix, je pense que ça fait partie des choses qu'il va falloir faire, parce que Trae Young est ultra rapide, parce que Delon Wright, c'est un joueur qui a les mains très, très actives et qui nous permet d'avoir des chances en transition, parce que tout simplement ça crée du chaos et que nous on va en avoir besoin parce que sur le papier on n'est pas gagnant quoi. Complètement, ça peut être une des clés pour cette série, pour Atlanta. Monsieur, on en a pas mal parlé de cette série. Est-ce que vous voyez d'autres choses à évoquer, ou est-ce que vous voulez potentiellement conclure, nous donner vos pronos, et on attendra les pronos bien sûr de tous nos viewers dans le chat. Quentin, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter, je lancerai François après. Du coup, j'ai lancé personne, excusez-moi.
Non, je réfléchissais s'il y avait pas un aspect qu'on avait un peu Mis de côté. oublié ou quoi, mais ouais, mais j'ai pas Moi, l'impression. je voulais bien, si je peux te faire 30 Vas-y, secondes vas-y, de vas-y. sur Vas-y. C'est le Okongwu, moment. C'est le moment, vas-y. parce que là, il va être du coup le pivot titulaire, il est plus derrière Capella, il va jouer face à un Bam Adebayo qui est un pivot, je trouve, particulièrement bizarre, dans le sens où c'est un pivot qui a tendance à jouer près du cercle, mais qui en même temps a du playmaking, et il faut pas oublier qu'il prend 30% de ses tirs à mi-distance. Et en fait, ça fait qu'en étant un joueur proche du cercle, mais en ayant cette espèce de palette qui est pas une palette de Jokic ou de Embiid, où eux, tu les attends justement dans ce type de domaine, au Kongu qui en plus va devoir combler en second rideau les errements défensifs de ses joueurs, je pense il a énormément de poids sur les épaules et que cette match-up face à un mec dont il est plus ou moins le prototype peut être assez importante dans son développement, dans le sens où ça va pas être, on va pas lui dire vas-y arrête Yanis, même s'il l'a fait sur des petites séquences, voilà, Euh, petit moyen un petit peu de lui envoyer des fleurs, mais c'est vraiment sur la longueur d'une série, tenir un joueur qui a un profil intéressant, qui change des pivots éboueurs qu'il a l'habitude de jouer et qui a un profil surtout vers lequel lui va plus ou moins tendre dans son développement. Ça va être intéressant de regarder du coup ce match-up plus particulièrement. Quentin, est-ce que tu as un autre peut-être joueur à surveiller, un facteur X potentiel, ou ouais, juste un joueur que tu as envie de regarder particulièrement sur Mmh, cette série? je pense que ça va être Tyler Hero probablement, parce qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu et les défenseurs extérieurs des Hawks, comme on en a parlé, sont pas incroyables, à part peut-être Hunter et Wright qui sont très bons. Du coup, je pense qu'il peut vraiment limite être le meilleur joueur, ou peut-être juste le meilleur scoreur du 8 sur la série. C'est complètement dans ses cordes et de toute façon, c'est quasiment le meilleur scoreur du 8 cette saison. Donc, ouais, j'en attends pas mal de Tyler Hero qui va pouvoir s'exprimer normalement sur ce premier tour. Ouais, très clairement, bah, ça a été quand même une super saison de la part de Tyler Hero bah, cette saison. Donc du coup, on l'attend bien évidemment en playoffs. Il va pouvoir, c'est un peu ouais, le meilleur joueur offensif, je trouve, du côté du 8. En tout cas, celui qui est capable le plus prendre chaud. Alors que l'Herbe, et qui est Thibaut, bien évidemment, notre graphiste en chef, nous rejoint. Bonjour monsieur, mais bonjour à toi Thibaut, bienvenue. Très content de t'avoir avec nous. Messieurs, on va peut-être passer à la conclusion, à vos conclusions sur cette série, même si on en a bien parlé, on l'a bien parcouru. Et puis, votre pronostic, bien sûr. Alors, c'est d'autant plus, comment dire, difficile de demander les pronostics pour des fans des franchises concernées. Mais malgré tout, et puis je vais peut-être donner la main aux favoris, à Quentin. Et comme ça, François pourra y répondre, peut-être avec toute son insolence à la manière de Trae Young et nous dire tout l'inverse. Quentin, qu'est-ce que tu vois comme prono, qu'est-ce que tu donnes comme prono, et si tu veux conclure sur la série, dire un mot en plus, je t'en prie, c'est ton tour. Je dirais 4-1 Miami. Euh, le 8 a la meilleure équipe et juste a beaucoup de force et a aussi le meilleur coach de la série, peut-être même de la NBA. Donc je me fais pas trop de soucis. Je pense que les Hawks peuvent en voler un, c'est sûr. Deux, peut-être. Il y a des chances. Mais sur une série en 7, le hit, euh, le hit passe. Tu es d'accord donc avec Kawelito qui nous dit dans le chat Hit in 5. On attend vos pronos dans le chat, n'hésitez pas à les mettre, on les partagera également. Thibaut qui nous dit allez, hit en 5 aussi ici. François, qu'as-tu à répondre à tous ces mécréants qui n'ont décidément pas vu le triangle basketball? François, vas-y, c'est ton moment si tu veux défendre ces Hawks-là. Et quel est ton prono à toi pour ces Faucons? Eh bien, personnellement, je reste optimiste et je ne ferme pas la porte en fait à une victoire d'Atlanta puisque cette équipe est absolument n'a aucun sens et je pense peut sortir n'importe quelle équipe si il y a le bon jet au descend, il faut que ça soit une réussite critique. Mais du coup, si je devais réellement donner ce que je pense qui va arriver, 4 de Miami. Avec, parmi ces deux victoires d'Atlanta, une victoire des Hawks à Miami
sur le premier ou deuxième match de la série et une masterclass de Trae Young qui rajoute une ville de plus dans son Pokédex des villes qui le détestent. Voilà. Alors ça, je signe pour entendre les fuck Trae Young en tribune à l'American Arena. Non, Puis- mais s'ils commencent à faire ça, déjà, ils ont perdu le match. En fait. Faut pas rentrer dans son jeu, ils se C'est tirent vrai. une balle dans le pied. C'est vrai que j'avais vu un tweet comme ça qui disait mais ils ont toujours pas compris que c'est pas ça qu'il faut dire parce que C'est ça son le- carburant, il Ah, tourne de à fou. ça en fait. Faut Mais arrêter. j'adore. Personnellement, j'adore. À chaque fois, vraiment, c'est un plaisir. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu supportes une franchise à l'Ouest, t'es un petit peu plus épargné par Trae Young et ce problème-là. Mais à chaque fois, je me dis, tiens, j'espère que les Nuggets fans ne crieront pas ça dans le building parce que sinon, effectivement, c'est son carburant et ça a tendance à le motiver sacrément. Le Trae Young. Pierre Otis qui nous dit Hawks 104, dealer François, mais tu es resté sage. Tu es resté sage en pariant 4-2 pour Miami. Je crois que j'ai mis dans mon bracket du premier tour, je crois que j'ai mis 4-2 également pour le hit. Je vois bien les Hawks et notamment Trae Young en prendre 2 contre ce hit. Nous, on peut s'arrêter là-dessus. Bon, j'aime bien les commentaires de Kaolito. Oui, bon, ça après, on est en playoff. Sur un malentendu, Atlanta pourrait sortir Philly. Oh, wait, voilà. J'aime beaucoup qu'on rappelle ce petit écueil, cet énorme écueil de la part de Philly et de Doc Rivers, n'est-ce pas qui, bon, s'en sont bien sortis sur leur premier match face aux Raptors, qui ont même carrément surclassé ces Raptors. Le Heat, c'est une équipe de méchants. Si ça chambre très, les mecs vont aussi assumer sur le terrain. Ça va mettre des coups. Ça va être intéressant, c'est vrai, cette opposition Trae Young face au Heat. Messieurs, je pense qu'on a à peu près terminé sur cette série. On va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir te libérer, Quentin, si tu dois aller Ouais, préparer ouais, ton live je vais y aller pour préparer. chez nos amis du Miami Heat France. N'hésite pas, balance la chaîne Twitch du Miami Heat France dans le chat, dans notre chat Twitch, comme ça, je pourrais aller potentiellement vous raid une fois qu'on aura fini. On est là, Miami Heat France qui est là, bah voilà, ça fait plaisir, mais c'est parfait. Je vais pouvoir Je me permets cliquer un petit sur hit in. votre chaîne et pouvoir aller vous raid potentiellement quand on aura fini, histoire d'aller de renvoyer tout le monde vers votre stream, bien sûr. Heat in 5, nous dit Miami Heat France. Beaucoup de monde voit en 5 le Heat avec voilà, un match C'est pris. le Hit in 5, c'est aussi un running gag qui date de 2011, je crois, quand c'était la finale de conf entre Bulls et Heat et que les fans des Bulls étaient un peu trop coquilles. Et au final, ça s'est terminé en 5, emballé, c'est pesé, et du coup, c'est resté depuis ce moment-là. J'avais complètement zappé et je savais pas que ça faisait même, donc tu m'apprends quelque chose, mais Ouais, j'aime bien voilà. ce gimmick. Un gimmick sympa, un gimmick plus que sympathique.